Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce programme qui revisite les sujets majeurs qui ont marqué la semaine écoulée. En première partie, nous ferons le tour de quelques sujets majeurs. Et en seconde partie, nous parlerons justement de la lutte contre les déchets plastiques, les solutions efficaces pour le Cameroun. Et pour en parler, nous avons comme invité aujourd'hui André Monkoué, président de l'Association camerounaise de la plasturgie et du recyclage. A tout de suite. Monsieur André, bonjour. Bonjour mon cher Junior. Vous êtes le président de l'Association camerounaise de la plasturgie et du recyclage. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter votre association? Oui, d'abord avant de présenter l'association, j'aimerais dire André Monkoué travaille dans le plastique depuis plus d'une trentaine d'années. J'ai eu l'occasion de toucher à tous les types de plastique. Tout ce qu'on peut fabriquer avec le plastique, en général, j'ai effleuré. Ici et ailleurs. Je ne peux pas me mettre à étaler, c'est long. Maintenant, l'association regroupe les producteurs de plastique et regroupe tous ceux qui travaillent dans le recyclage. Pourquoi nous avons insisté sur ça? Parce qu'il faudrait qu'on change la perception qu'on a de ceux qui travaillent dans le plastique. Qu'on ne pense pas qu'ils sont des pollueurs impénitents. Qu'on présente, est-ce qu'ils se soucient de contribuer à recycler, donc contribuer à éradiquer le fléau de déchets plastiques. Nous aurons le temps d'en parler largement tout au long de ce programme. Comme je vous l'annonçais il y a un instant, en première partie, nous allons revisiter ensemble, vous et moi, et bien sûr les téléspectateurs de Canal 2 International, quelques sujets qui ont marqué la semaine écoulée. Et comme premier sujet, en ouverture de ce programme, je vous propose de regarder ce reportage qui est signé de Walter Bertrand du côté de Bafoussam. C'est dans la région de l'ouest du Cameroun, un reportage qui porte effectivement sur le kidnapping au Cameroun et bien sûr dans cette partie du pays. Reportage. Un adolescent de 13 ans, kidnappé par 6 individus cagoulés, a finalement retrouvé ses parents. Ses ravisseurs, 6 kidnappeurs présumés âgés entre 17 et 38 ans, sont quant à eux entre les mains des éléments de la Légion de gendarmerie de l'Ouest. Ils ont conçu, planifié et conduit l'enlèvement de la nommée Ramatou Mohamedou, une fillette âgée de 13 ans, dans leur bergerie au quartier Carrière Bandjoun, dans le département de Konki. Ces gens ont fait éruption le 25 juin 2023 dans cette bergerie, ont enlevé cette fillette. Avant de partir, ont laissé un numéro de téléphone sur lequel les parents devaient verser la rançon de 3 millions avant de libérer cette fillette. Heureusement que l'un des ravisseurs qui était chargé de la garder a été négligent et la fille a pris la clé des champs, s'est retrouvée à la maison. Suite à une plainte déposée par le père de la victime, grâce aux procédés et méthodes d'investigation, ces fins limiers du bureau de lutte contre la criminalité ont mis la main sur les auteurs de cet enlèvement avec demande de rançon, parmi eux un futur gendre et un proche de la famille. Les suspects ci-dessus nommés ont été interpellés à Bafoussam, à Fumbot et l'autre à Ebolova. Ils méditent actuellement leur sort dans les cellules de la gendarmerie avant d'être déférés.
Reportage réalisé avec la contribution de Dimitri Kuaté. Alors, André Monkwe, là on voit qu'il y a même parmi ces brigands, ces délinquants, des jeunes âgés de 18 ans. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est regrettable. Et il y a beaucoup de jeunes qui cèdent à la facilité en versant dans ce genre de trafic. Il y a le problème de trafic d'organes, le problème de l'enrichissement facile, et c'est très regrettable. Et nous devons saluer là le travail de nos forces de l'ordre. Parce que qu'ils aient réussi en très peu de temps à mettre hors d'état de nuit tout cela, vraiment c'est quelque chose à féliciter. Et on observe également qu'il y a parfois ces actes qui se posent arrivent avec la complicité des membres proches de la victime. Malheureusement, c'est la dépravation des mœurs. Comme je l'ai dit tantôt, le vouloir s'enrichit très facilement. Certains en arrivent à contacter des brigands pour donner des indications afin qu'on enlève les membres de leur propre famille et qu'ils puissent partager le butin. C'est vraiment la chose la plus regrettable. Très regrettable. En tout cas, il y a un autre sujet qui, disons-le, pourrait être considéré comme sujet regrettable. Il s'agit du litige ou des litiges fonciers. On en vit au quotidien, que ce soit à Douala comme partout au Cameroun. Je vous propose à présent de suivre ce reportage réalisé par Elisabeth Ngoum et Thierry Nana sur un problème de terre dans la ville de Douala. Reportage. La salle des fêtes de la mairie de Douala 3e s'est avérée étroite pour contenir toutes les familles impliquées dans un litige foncier à Japomabakoko. Confuses et menacées de dégarpissement depuis peu, elles apprennent des autorités locales qu'elles ont acheté le terrain chez les mauvaises personnes. Vous avez été arnaqué, vous allez utiliser toutes les terminologies qui vous sied. Maintenant, vous êtes déjà au courant. Vous êtes donc considérés comme des occupants, désormais de bonne foi. À vous de prouver que vous êtes de bonne foi à travers la sortie de crise. Si quelqu'un n'est pas installé dans le titre foncier de M. Bissek, il ne sera pas concerné. Il s'agit de près de 217 hectares querellés et dont les procédures judiciaires ont été engagées depuis 2015. Michel Bissek a présenté les documents qui lui font propriétaire de ces espaces. Un mauvais arrangement comme bon procès. En réalité, je me foutais de tous les procès, mais j'ai compris que si je ne vais pas au bout, les gens ne comprendront pas, malgré toute la peine que j'ai prise pendant 8 ans. M. Bissek a acquis ce terrain par morcellement d'un titre foncier plus grand, le 34 535 Vouri. En 2023, donc, la dernière décision soit en février. Et dès que la décision sort, nous décidons donc de l'exécuter. Il y en a qui ont fait des immeubles de 4 étages. Il y en a qui ont des baraques. Nous ne pourrons pas vendre, nous allons le vendre en fonction de leur situation financière afin que chacun puisse avoir une portion de terre. Dans l'incapacité de présenter des titres fonciers, unique certification de la propriété immobilière, l'option de la négociation s'impose à toutes les familles concernées. Alors, quel est votre commentaire? En tant que citoyen de Douala, vraiment, je dois dire que, ayant côtoyé les avocats, les professionnels de la justice, j'ai l'impression que Douala est peut-être la ville du monde où il y a le plus de litiges fonciers. Oui. C'est choquant de le dire, mais vraiment, à Douala, à tous les pas, même dans nos tribunaux, il y a des journées où c'est à peine si on traite d'un autre dossier que de litiges fonciers. Ça va dans tous les sens. Vous prenez même toutes les précautions, les gens sont inventifs et créent des techniques tous les jours pour anarquer les autres. Donc, je pense simplement que c'est un problème dont toute la nation doit s'approprier à bras le corps.
Alors, sinon, à côté de ces problèmes, de ces querelles foncières, on a tout de même la responsabilité des uns et des autres à s'acquérir des terres. Du coup, on a l'impression que même ceux qui veulent avoir des terres passent par des contournements. Peut-être qu'on ne pense pas qu'on peut se faire accompagner, parce que là, on est 217 hectares de terres querellées. C'est quand même plusieurs personnes. On se demande comment est-ce que plusieurs personnes ont pu se faire avoir sur une même terre. Moi, je pense que il y a des acquéreurs de bonne foi. Il y a des gens qui jouent au malin. Mais quand vous jouez au malin, ça vous rattrape toujours. Actuellement, l'État a fait tous les efforts. On a mis en place des logiciels tels que dès que vous êtes sur un terrain avec un agent du service spécialisé, le cadastre et les affaires foncières, juste avec une application sur leur téléphone, ils peuvent vous indiquer si le terrain est titré ou pas et à qui ça appartient. Parce que les arnaqueurs avaient l'habitude de vendre des lopins titrés en prétextant que ce n'était pas titré. Et empochaient et vendaient en général très moins cher pour empocher rapidement de l'argent et s'en aller. Et l'acquéreur de bonne foi se retrouvait quelques années plus tard pris au piège. Mais l'État de ce côté-là a fait beaucoup d'efforts et il faudrait que les citoyens s'arrangent maintenant à faire toutes les vérifications nécessaires avant d'acquérir les parcelles. Comme ça, les anarques comme ce que nous venons de voir ne devraient que diminuer. On rappelle également que même l'État aujourd'hui veut retrouver ses droits en ce qui concerne le domaine privé de l'État. Il y a quelques jours seulement, le préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, accompagné d'une équipe du cadastre et bien du ministère des Affaires foncières, sont descendus sur le terrain. Ces équipes-là et le préfet du Vouri sont descendus sur le terrain pour, n'est-ce pas, recenser ceux qui occupent actuellement le domaine privé de l'État. C'est dit que le problème est vraiment intense au Cameroun. Bien sûr. C'est pour ça que je dis que ça va dans tous les sens. Donc, les gens réussissent à arnaquer les particuliers et espèrent même arnaquer l'État. C'est dommage. C'est dommage. Eh bien, puisqu'on est un peu inquiet autour de ces sujets, un autre sujet qui certainement semble ne pas inquiéter, mais qui rassure un tout petit peu la communauté ou la société camerounaise, c'est bien sûr les inscriptions sur les listes électorales. On parle ainsi d'Elecam. Eh bien, je vous propose de suivre cet élément, élément réalisé par Arnaud Guéfac du côté de Yaoundé avec Bertrand Kamga. Constant Kamga, autant pour moi. Reportage. Au détour de ce moment de détente, ça se joue sur deux terrains. Ici, c'est le sport balle au pied. Et là, la politique, preuve de citoyenneté par la carte nationale d'identité à main. Pour cette descente organisée, les partis politiques associés l'ont baptisé inscription barbecue. Nous avons joué un match contre une équipe locale parce que la politique s'accompagne aussi du sport. Et à la fin, nous adoptons la convivialité africaine, à savoir partager un bout de pain avec ceux qui s'inscrivent, d'où le nom inscription barbecue. La stratégie d'Elections Cameroun pour ces derniers jours est assise sur des actions ciblées. Le porte-à-porte de l'institution de proximité, notamment dans les centres de formation des jeunes, dans les établissements universitaires. Synergie gagnante entre Elections Cameroun et partis politiques donc. C'est le dernier virage à négocier en ce mois d'août. Comme vous pouvez voir, en arrière-plan, nous avons mobilisé beaucoup de ressources pour inscrire davantage sur les listes électorales. Le département du Foundi affiche au 22 août 2023 28 718 nouveaux inscrits. Résultat au-delà des prévisions. On a atteint plus de 125% des chiffres qui ont été assignés par le département par ma très haute hiérarchie. Au niveau régional, le centre est à 54 130 nouveaux inscrits. Les membres du conseil électoral, actuellement sur le terrain, comptent enrichir davantage ces chiffres
La fin des inscriptions sur les listes électorales, rappelons-le, ce sera le 31 août à minuit. Est-ce qu'on peut sourire lorsqu'on regarde ce reportage en se disant « Eh bien oui, il y a des gens qui vont s'inscrire ». Y a-t-il lieu de sourire? Moi, je pense que je pourrais dire que le résultat est mitigé. Pas que Elekan ne fasse pas d'efforts. Pas que les partis politiques ne fassent pas d'efforts. J'ai vu 54 000 nouveaux inscrits. C'est à saluer. Surtout que le cadre de Elekama a par ailleurs indiqué qu'ils ont dépassé les prévisions. Mais ces prévisions, malheureusement, peut-être auraient pu être bien plus dépassées si les populations se sentaient elles-mêmes concernées. Mais vous réalisez qu'il faut faire la cour aux gens, déployer de gros moyens pour que les gens aillent ne serait-ce que s'inscrire sur les listes électorales. Et après, ce seront les mêmes qui vont se mettre à revendiquer. La première des choses, si vous ne participez pas, ne vous plaignez pas des résultats. Donc, ils doivent faire l'effort que quand Elekan et les partis politiques incitent à s'inscrire, les populations doivent se mouvoir pour accompagner, pour que les résultats soient meilleurs. Mais sinon, qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer qu'on ressent cette paresse chez les uns comme chez les autres? Pour aller s'inscrire. Qu'est-ce qui peut expliquer cela aujourd'hui? Il y a une certaine lassitude qui s'est installée. Il y a un certain découragement chez certaines personnes. Il y en a qui ont l'idée en tête que les jeux sont faits alors qu'ils n'ont même pas essayé. Et ce découragement ne devrait pas avoir lieu d'être. Alors du coup, vous êtes inscrit? Comment? Vous êtes inscrit? Bien sûr, moi je suis inscrit depuis des années. C'est pas maintenant. Donc, vous votez Bien sûr. D'accord. Bien sûr, bien sûr. On doit exercer son devoir citoyen. Si on veut peser sur la politique de son pays, on doit pouvoir voter. C'est important. La première des choses, c'est ça. D'accord. Eh bien, je vais vous proposer de suivre un autre élément, un élément autour du terrorisme au Cameroun, en Afrique, un peu partout dans le monde. Cette fois-ci, une sorte d'analyse, un tout petit peu une sorte de chronique également, pourquoi pas. Un reportage réalisé par Michael Tipkio avec Stéphane Binac qui, bien sûr, interroge le sort des victimes du terrorisme au Cameroun. Reportage. On les compte par milliers, les victimes du mouvement terroriste Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun. Certains ont laissé leur vie dans ces attaques sanglantes, tandis que d'autres, miraculés et leurs proches, se battent pour survivre au quotidien sans accompagnement quelconque. Les retours que nous avons de ces personnes, c'est que malgré toutes les conséquences du terrorisme, des attaques de Boko Haram à l'extrême nord, jusqu'à présent, le gouvernement du Cameroun ne les vient pas en aide d'une manière assez consistante. Elles sont quasiment abandonnées à elles-mêmes. Le droit à l'éducation et le droit à la santé des personnes vivant dans ces zones en proie au terrorisme sont littéralement piétinés. De nombreux enfants ne peuvent plus aller à l'école parce qu'elles ont été détruites et même des hôpitaux saccagés. Des ONG ont recueilli auprès des victimes des promesses de réinsertion qui peinent à être tenues jusqu'ici. Plusieurs avaient été enrôlés avec des promesses de leur venir en aide par le gouvernement qui jusqu'à aujourd'hui n'ont rien eu. Et d'ailleurs, c'est l'une des difficultés que nous avons sur le terrain quand nous partons travailler avec ces personnes déplacées parce qu'elles nous disent, on a eu plusieurs personnes qui sont venues ici au nom du gouvernement, des gens qui sont venus au nom de tel ministère, nous recenser, on s'est mobilisé, on a donné toutes nos coordonnées, toutes nos informations, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas reçu un retour considérable. Et pourtant, l'ensemble de la société doit se serrer les coudes pour assurer à ces personnes la sécurité et la possibilité de se mouvoir dans leur environnement. Les victimes du terrorisme sont brisées ou sont affectés gravement et c'est l'ensemble de la société qui doit travailler pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés ou bien qu'ils ne se sentent pas seuls. Et
autant on interpelle le gouvernement, mais autant je pense que nous devons, chacun de nous, dans l'environnement qui est le sien, nous devons travailler collectivement à ce qu'ils ne se sentent pas seuls. Dans l'ensemble, le gouvernement doit assister les victimes de terrorisme, comme le prévoit la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ratifiée par le Cameroun en 2000. Des actions de manière structurée ne sont pas prises par le gouvernement du Cameroun pour justement venir en aide à ces personnes victimes de terroristes qui sont encore très nombreuses aujourd'hui chez nous au Cameroun et continuent de souffrir. En 2016, une fresque de 1200 noms en hommage aux victimes de Boko Haram a été conçue et présentée à Yaoundé. Alors, un tel sujet est tout de même sensible. La question des victimes du terrorisme ne doit pas être balayée du revers de la main aussi rapidement. On doit avoir un regard assez important et interroger l'action du gouvernement. C'est d'ailleurs le cas dans ce reportage. À votre niveau, déjà, comment est-ce que vous analysez un tel sujet? Comment est-ce que vous percevez une telle situation? Moi, ce que je pense, il y a des choses à faire à deux niveaux, tout au moins. Parce que nous parlons terrorisme de Boko Haram. Qu'est-ce que Boko Haram veut? Est-ce qu'au nom de la religion, est-ce que c'est promouvoir les actions religieuses que de poser les actes que nous venons de voir là? Est-ce que c'est en terrorisant qu'on peut réussir à capter des adeptes? Je ne sais pas de quelle idéologie. Je ne crois pas. Je crois qu'on devrait plutôt recevoir l'effet contraire. À partir de là, je veux dire, est-ce qu'on ne devrait pas mener d'autres actions dans différentes langues locales, même à travers des affiches, je ne sais pas quoi? Je pense qu'il y a des gens plus outillés que nous autres. Mais pour parler aux terroristes eux-mêmes, je ne pense pas que ce serait taxé de faiblesse. Certains comprendront, d'autres ne comprendront pas. Les irréductibles ne comprendront pas. Et ensuite, revenir vers les populations, voir maintenant quel est le type d'encadrement le plus approprié qu'on pourrait leur apporter. Parce que c'est très embêtant d'être terrorisé d'un côté et d'être abandonné de l'autre. C'est tout ce que je peux dire. Eh bien, on va parler du sport à présent. On va parler du CHAN de volleyball au Cameroun, la 21e édition qui a eu lieu. Je vous propose de suivre ce reportage autour de cette belle compétition qui s'est tenue ici au Cameroun, où le Cameroun a d'ailleurs été éliminé en demi-finale par le Kenya, et le Kenya qui a remporté cette 21e édition en battant l'Égypte. Reportage signé Anissé Boudier. En 8 matchs disputés dans ce 21e championnat d'Afrique des Nations de volleyball, le Cameroun a totalisé 6 victoires dont un parcours presque parfait en phase de groupe. 4 rencontres remportées et une défaite 1-7 contre 3 face à l'Égypte. Le quart de finale contre le Maroc est abordé avec sérénité et remporté haut la main par les Lions indomptables. Seulement dans chacune de ces rencontres gagnées, elles ont commis les mêmes erreurs à chaque fois, notamment au niveau des face-à-face. Des erreurs qui ont payé cash face au Kenya en demi-finale. Les Hirondelles se sont servis de leur atout physique pour se constituer en véritable muraille devant le filet. L'autre défaut du Cameroun, la finition et la difficulté à gérer le score. Cette faiblesse, reconnaît le coach, est due à un sérieux manque de préparation. Avec cette équipe ici, là, on a fait 2 matchs sérieux de préparation. Le reste, c'était des petits tournois, hein, mais pas des matchs sérieux. Sans travailler sur le terrain et de savoir qu'est-ce que je fais quand ça fait 23 partout. C'est toute la différence, elle est là. Si tu as fait ça 10 fois, 15 fois, 20 fois, tu vas le faire aussi dans un moment décisif. Ce 21e CHAN est plein d'enseignements pour la capitaine Simone Bikatal. Il y a des très belles équipes, des équipes qui sont vraiment solides, on apprend beaucoup d'elles. Et on a beaucoup appris, on a appris du Kenya, on a appris de l'Égypte et on va garder ces leçons en tête. Le parcours interrompu des Lions indomptables dans cette compétition peut également être dû au fait que plusieurs joueuses sont nouvelles en sélection et n'ont pas une grande expérience dans le haut niveau.
En face, on avait des filles du Kenya qui cheminent et s'entraînent ensemble depuis au moins 3 années. Dans ces conditions, le bronze, remporté par Nubian, est à saluer. Une collaboration de Michel Foucault, très rapidement, un commentaire sur ce reportage. Nous aurions souhaité que le Cameroun aille en finale et remporte la finale. Mais c'est dommage, le Kenya c'est un dur à cuire. Et vous avez suivi dans le reportage, il est bien dit, les filles kenyanes s'entraînent ensemble depuis 3 ans. Donc nous exhortons simplement le staff et les joueuses à se mettre au travail pour espérer la prochaine fois renverser la vapeur. À présent, avec vous, on va aborder le sujet autour de la lutte contre la pollution plastique au Cameroun. Et avant d'en parler amplement, je vous propose de suivre cet élément qui introduit ce sujet. Une journée pas comme les autres à Douala. Sous la pluie, de nombreux jeunes de la ville ramassent des déchets plastiques dans le 3e arrondissement. Parce que lorsqu'on essaye de faire des dernières statistiques, de 1980 en 2017, nous avons perdu 50 838 hectares de mangroves. Parce que nous savons aussi que les mangroves sont les premiers points de stockage du carbone. Ils sont capables de stocker plus de 10 fois l'équivalent d'une forêt sèche. C'est pourquoi nous nous mobilisons pour maximiser l'impact et essayer de montrer à la population l'importance de cette zone humide qui est la mangrove. Lutter contre la pollution plastique est le leitmotiv de ces jeunes issus de plusieurs associations. Ce sont des associations partenaires de la délégation régionale de l'environnement dans le cadre de la protection, bien évidemment, de l'environnement. Et il était de bon ton pour nous de les accompagner dans cette initiative. La transformation de ces déchets plastiques est au cœur de cette démarche. Parce que la jeunesse a besoin d'être au courant des enjeux pour le développement durable. Notre rôle dans cette action, c'est une association républicaine. Nous avons l'obligation en tant que jeunes de mener toutes les activités pour mener à bien notre arrondissement. Plus de 100 jeunes citoyens camerounais sont mobilisés autour de la protection de l'environnement. Peut-on avoir avec vous une présentation de la situation du plastique en général et singulièrement au Cameroun? Merci de me poser la question. Justement, ça va nous permettre, avant d'entrer sur comment faire pour réduire les déchets plastiques dans la nature, parce qu'aujourd'hui, je dirais, c'est un fléau au Cameroun. Et c'est notre pays, on n'a pas 2 pays, on n'a pas 2 environnements. Et ça doit être l'affaire de tous. Donc avant de présenter, malgré le fait que le temps qui nous est imparti est un peu court, je dirais, est-ce qu'on peut vaincre ce fléau de déchets plastiques au Cameroun? Je dis sans hésiter oui. Et le oui, je vais l'appuyer donc par tout ce que je vais expliquer. Vous avez demandé de parler du plastique dans le monde et singulièrement au Cameroun. Je vous dirais, en 2012-2013, une étude qui est apparue dans les magazines spécialisés parlait du niveau d'utilisation du plastique dans le monde. Et dans cette étude, on pouvait voir que le niveau d'utilisation du plastique dans les pays nordiques, par exemple, dans beaucoup de pays développés, était à 9 sur une échelle de 10. Et dans la même étude, on a parlé de niveau de recyclage. Le niveau de recyclage était de 85 à 95%. Mais quand on ramenait l'étude au niveau du Cameroun, le Cameroun était à un niveau de 2 sur 10 en termes d'utilisation et à un niveau de recyclage de 15%. Donc quand j'ai présenté ça, vous comprenez que nous avons beaucoup de déchets plastiques dans la nature.
Non pas parce que nous utilisons beaucoup de plastique, mais parce que nous en recyclons très peu. Exactement. Donc le cadre ainsi fixé, on dira comment on peut faire pour recycler davantage. Alors, on comprend très bien au regard de ce que vous dites, je vais le répéter pour que cela soit clair. Alors, au Cameroun, on utilise même très peu du plastique. Le problème, c'est qu'on recycle très peu également. C'est-à-dire qu'il y en a tellement dans la nature, on va le dire ainsi, mais on a du mal à recycler. Pourtant, on utilise moins le plastique. C'est ce que vous dites. J'aimerais même aller plus loin. D'accord. Pour vous dire, quand vous entrez dans un magasin, dans les rayons de supermarché, dans tous les commerces, les produits sont emballés dans quoi? Je pense que vous n'allez pas dire autre chose que le plastique. C'est emballé dans le plastique. Même, observons, même les vitres qui sont installées, il y a une mince couche de plastique qui est collée à la vitre pour protéger. Les barres d'aluminium, vous allez voir le plastique collé dessus pour protéger. Donc je vous dis, c'est dans pratiquement tous les produits. Et quand vous entrez dans les supermarchés, comme je disais, même ce qui est emballé dans le papier, donc par exemple un paquet de biscuits, vous allez voir très souvent, on a mis ce qu'on appelle le suremballage, un film plastique d'environ 10 à 20 microns d'épaisseur au-dessus, pour que s'il y a des gouttelettes d'eau, que ça ne mouille pas le produit, que si le papier en lui-même est poreux, que l'air ne puisse pas entrer. Si vous voyez un paquet de cigarettes, il y a un film plastique dessus, qui est de 15 à 20 microns en PVC. C'est pour dire que le plastique est un peu partout. Bon. Maintenant, autre chose qu'il faut se demander. Quand nous allons dans les rayons des supermarchés, comme j'ai dit, les produits sont de quelle origine? Tous les produits qu'on voit. Vous avez à peu près, au maximum, 15% de produits qui sont fabriqués localement. Et le reste, c'est des produits importés. C'est des produits qui arrivent donc chez nous avec des emballages et des suremballages là-dessus. Une fois qu'on a ouvert ces produits, on a déchiré, on a enlevé de leurs emballages, qu'est-ce qu'on fait de l'emballage? Des emballages. Quand vous allez dans les marchés, marché central Mbopi, marché central de Yaoundé, tous nos grands marchés, vous voyez le sol est tapissé de plastique. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que le Cameroun produit même très peu du plastique et recycle également très peu la grande quantité qui arrive de l'extérieur. D'où le problème du recyclage aujourd'hui, qui est une solution efficace selon vous. Non, attendez, avant même de parler recyclage, on va évoluer doucement. J'ai dit donc que nous avons conduit, moi personnellement, une petite étude à envoyer des jeunes garçons dans les poubelles, ramasser tout type de plastique. Ils nous ont apporté. Moi, de par mon expertise, et beaucoup d'autres producteurs peuvent le faire, c'est un truc facile à le faire. Quand je vois un plastique, je sais s'il est produit au Cameroun ou pas. Donc, à chaque fois, quand on classait, on avait 12 à 15% de plastique produit au Cameroun par rapport au reste. 12 à 15%. On n'a jamais atteint 20% quand on a fait ce travail. Autre chose que j'aimerais vous dire et aux téléspectateurs, c'est quand vous entrez dans un supermarché, comment vous faites la distinction entre les produits fabriqués localement et les produits importés? Ce n'est pas la qualité de l'emballage. Voilà la première chose qui vous amène à distinguer. Et quand vous voyez des produits au Cameroun emballés de manière à ce que l'emballage puisse concurrencer, la qualité de l'emballage puisse concurrencer un produit importé, c'est que le fabricant a importé les emballages vierges pour emballer ses produits. Je prenais même un petit exemple. Un produit d'origine protégée comme le poivre de Penga, si vous récoltez et vous voulez le vendre dans l'Union européenne, vous êtes obligé d'importer des emballages au Cameroun pour les emballer pour pouvoir exporter. Parce que nos qualités d'emballage ne valent rien.
Ce qui m'amène à dire ceci. Ça peut paraître choquant, mais nous sommes au niveau embryonnaire de l'emballage, de la production des emballages. Si nous rêvons d'être émergents, la qualité de l'emballage doit être relevée, améliorée, qu'on le veuille ou pas. Donc le problème n'est pas le blocage, pour revenir à votre question, de la production de l'emballage. Le problème est qu'est-ce qu'on fait pour recycler au maximum, pour contrôler que le plastique après utilisation ne se retrouve pas jeté dans la nature. Parce qu'il y en a qui sont allés jusqu'à penser qu'on pouvait fermer même les usines d'emballage et résoudre le problème. Malheureusement, si vous fermez, vous aggravez le problème. Parce que les quelques unités qui sont là et qui recyclent ne seront plus là. Mais les gens qui emballent trouveront toujours moyen d'importer les emballages dont ils ont besoin pour emballer leurs produits et vendre. Mais sinon, on va essayer de comprendre avec vous. C'est-à-dire que après vos observations, il faudrait bien que l'on débouche à une conclusion, on va dire. C'est à ça que je suis. Je donne les explications pour qu'on comprenne la complexité. Parce que si vous dites qu'il y a beaucoup plus d'emballages qui viennent de l'extérieur, est-ce que vous encouragez la production d'emballages chez nous et qu'on bloque, on va dire, l'importation des plastiques chez nous? C'est ce que vous dites ou pas? On ne peut pas. Les produits qui arrivent déjà emballés, vous ne pouvez pas bloquer l'importation sans être en train de produire de fabriquer les mêmes produits localement. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le problème n'est pas au niveau de bloquer tel ou tel produit. D'accord. Vous savez, la loi sur le plastique au Cameroun, le ministre actuel de l'Environnement a eu le courage de prendre une telle loi qui est entrée en application en 2014. C'est un domaine assez complexe. Pour moi, je pense il faudrait noter qu'aucune loi n'est parfaite. La loi doit être perfectible. Aujourd'hui, on a fait bientôt 10 ans avec cette loi. Il y a lieu, à mon sens, il y a beaucoup de petits trucs, pas beaucoup, mais il y a quelques amendements, quelques virgules par-ci, par-là, qu'il faut changer pour permettre de s'armer des outils permettant de mieux lutter, de lutter efficacement contre la prolifération du plastique. Et parce que tout ce que je vous ai cité comme des plastiques qui emballent les produits, notre loi dit on ne doit pas fabriquer de plastique de moins de 61 microns. Il faut respecter, c'est la loi. C'est la loi. Nous devons respecter. Mais tous les produits qui entrent, il y a des produits qui entrent, qui ont des emballages de 10 microns, de 15 microns. Vous voyez un truc comme le film avec lequel on emballe, on protège les colis à l'aéroport. C'est un film qui n'atteint pas 15 microns. Et si on augmente l'épaisseur, ça ne colle plus. Ça ne scelle plus le produit. Quand vous allez dans nos hôpitaux, le même film est utilisé pour emballer le plat. Parce que il faut que quand on passe devant le malade, il voit la nourriture, ça l'incite, ça entre dans son processus de guérison. Quand un malade mange bien ce qu'il peut, on a espoir qu'il va vite guérir. Mais c'est filmé à 10 microns. Mais c'est importé. Donc, pour revenir à l'emballage, je dois vous dire, l'emballage plastique ou l'emballage en général, c'est le seul domaine, pour moi, où l'habit fait le moine. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand l'emballage est présentable, ça incite à faire confiance au produit qui est à l'intérieur.
Là, on aimerait parler des solutions, en fait. On aimerait parler vraiment des solutions parce que vous voyez, le problème, on le voit. Vous avez vu le reportage de tout à l'heure. Les emballages plastiques se retrouvent déversés dans la nature. Les drains sont bouchés. Les caniveaux également sont bouchés. Il y a des inondations dues aux emballages plastiques. Il y a des terres qui auront du mal à être plus fertiles à cause du plastique qui a du mal à se dégrader. Du coup, on aimerait savoir ou avoir de vous les solutions efficaces que vous proposez au Cameroun, ou du moins que votre association en a pour améliorer notre environnement. Tout ce que j'ai expliqué avant, ce n'était pas parce qu'il y a les solutions, beaucoup de solutions. D'accord. Beaucoup. Mais ce que j'ai expliqué, c'était pour qu'on rentre dans le contexte. Parce que si vous vous mettez simplement à dire voici la solution, sans qu'on ait présenté le problème, les gens ne comprendront pas. Je vais vous dire, il y aura des mesures phares. Mais avant d'arriver aux mesures phares, je vais présenter certaines choses. Et les téléspectateurs ne comprendront pas au début pourquoi je présente. Ça, c'est un sac poubelle. Ce sac poubelle est à 20 microns. Il est fabriqué à l'extérieur. Celui-ci, c'est un sac poubelle. Il est à 30 microns. Il est fabriqué à l'extérieur. Tout ça, c'est des sacs poubelles. Je vous mets au défi, Junior. Vous ne verrez pas dans un seul supermarché au Cameroun un sac poubelle fabriqué au Cameroun. Pour lutter contre la pollution plastique, il faut premièrement parler des débouchés que le plastique ramassé dans la nature va permettre de faire. S'il n'y a pas de débouchés, il n'y a pas de lutte. Ce n'est pas possible. Personne ne peut travailler comme ça sans gagner. Mais ce que je vais dire, et je vais écouter beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'ai parlé de sacs poubelles. La première préconisation, quand j'aurai l'opportunité, j'en parlerai amplement, c'est que comme les sacs poubelles sont des épaisseurs dont j'ai parlé, nous souhaitons que les pouvoirs publics, en l'occurrence le ministre qui est là, qui a très souvent une oreille très attentive, qu'on voit comment ajuster un peu la loi, parce qu'il y a un autre aspect que j'allais oublier qui est hyper important. Quand on met 61 microns, normalement ça doit être pour les emballages de caisse, pas pour le plastique en général, parce que c'est les conditions c'est les critères de conditionnement, de stockage, de transport, de manutention et d'autres qui dictent quelle épaisseur, quel type d'emballage on doit utiliser pour quel produit. Une loi ne peut pas dire que pour mettre un film sur le paquet de cigarettes, que je mette un film de 61 microns. C'est pas possible. Que je parlais tout à l'heure des colis qu'on emballe à l'aéroport ou de la nourriture qu'on scelle dans les hôpitaux pour éviter que les germes traversent et tout ça. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, mettez 61 microns là-dessus. De la même façon, tous les produits qui sont dans les supermarchés sont emballés dans l'emballage le plus spécifique, qui aille avec. Ce n'est pas une loi qui peut le faire. Donc nous souhaiterions que cela soit compris. Qu'aucune loi et tous les produits dont je parle sortent des pays où le plastique est réglementé 20 ans avant nous. Et du coup, ça nous amène à parler avec vous des méthodes de lutte possibles, adaptées justement à nos terroirs et sociétés. Je veux parler, je reviens sur les méthodes de lutte adaptées. Exact. Dans les pays développés, vous avez parfois 3 poubelles. Il y a une poubelle pour le plastique, une poubelle pour par exemple le verre, et une poubelle pour les autres déchets, les déchets organiques. Si nous devons nous appuyer sur ça, dire qu'on transporte ça au Cameroun, ça ne peut pas marcher. Nous n'avons pas la même organisation sociale, nous n'avons pas les mêmes moyens.
Donc ça ne pourra pas marcher. Toutes les méthodes de collecte qui sont appliquées dans les pays développés méritent d'être adaptées à notre terroir. Donc, nous souhaitons que le gouvernement prenne, par exemple, les dispositions que dans un premier temps, on impose les sacs poubelles dans tous les commerces, dans toutes les activités, jusqu'au stade de transport, qu'on impose qu'il y ait un sac poubelle dédié uniquement au plastique. Nous avons discuté avec les producteurs de plastique et on a dit qu'on proposerait que ce sac ait une couleur unique, fabriqué dans toutes les usines, mais que ça ait une couleur unique. 2, qu'on interdise l'importation des sacs poubelles au Cameroun. Le sac dédié au plastique va servir à quoi? Toute activité, quand tu as ton plastique, une boutique a le plastique, il met dans le sac poubelle dédié au plastique. Un sac poubelle, ça coûte 50 francs. Il peut mettre même 6 mois pour le remplir. Et quand c'est plein, il attache, il jette à la poubelle. Il y aura des collecteurs qui vont ramasser ça. Les déchets vont arriver dans les circuits de recyclage étant propres. Ça va faciliter le recyclage. Si on impose ça aussi dans les quartiers organisés, dans un premier temps, c'est facile à collecter. Et quand on va collecter, ça ne traînera plus dans la rue. Que même, comme j'ai dit, le quart de transport, quand on contrôle, quand les contrôleurs arrivent, on demande où est votre sac dédié au plastique. C'est ça, quand c'est plein, le chauffeur jette là où il y a la poubelle. Et nous proposons, dans un deuxième temps, de former les collecteurs en association avec les communautés, les municipalités, de former les collecteurs. Nous ne demandons rien, on ne demande pas d'argent pour ça. Il est important que le collecteur sache comment on collecte, comment on trie, comment on classe, à qui il va vendre. Si c'est su comme ça, on peut former, nous pouvons former même 15 000 collecteurs sur toute l'étendue du territoire. Les producteurs sont disposés à le faire. Parce que les producteurs veulent par ailleurs être vus comme des maillons dans la lutte contre les déchets plastiques et non comme des adversaires. Parce que je vais vous dire un truc, quand vous allez dans les petits pays d'à côté, comme Sao Tomé, la Centrafrique, le Tchad, qui n'ont pas d'usine plastique. Le problème des déchets plastiques se pose avec plus d'acuité qu'au Cameroun. Parce que tout ce qui vient est emballé comme au Cameroun. Mais il n'y a pas de circuit de collecte. Il n'y a pas d'unité de recyclage. Nous avons besoin de promouvoir les unités de recyclage, d'avoir de promouvoir les circuits de collecte propres pour pouvoir travailler. Et les gens diront, est-ce qu'on aura des débouchés? Je peux vous dire, malheureusement le temps n'est pas long, on a plus d'une centaine de produits qu'on peut fabriquer avec les déchets plastiques. Hormis les incorporer, quand c'est recyclé proprement, on incorpore même à la matière vierge, ce qui limite l'importation de matières vierges. Puisqu'il nous reste 4 minutes à passer ensemble, j'aimerais avoir votre avis. Que pensez-vous du principe pollueur-payeur? Le principe pollueur-payeur s'est appliqué dans certains pays. On peut l'appliquer même au Cameroun, mais le pollueur-payeur en lui seul ne résoudra jamais le problème de pollution plastique. Ce qu'il faut faire, ayons du courage, affrontons en face le problème en passant par une méthode comme celle-ci. Les gens vont me dire, mais vous proposez de produire les sacs poubelles à faible épaisseur. Non, ces sacs vont permettre de collecter le plastique. Ça va arriver dans les usines, on va recycler. Et on va produire d'autres sacs poubelles à partir de ça. Ça se produit avec les déchets plastiques. Donc, ces sacs vont aller sur le terrain, revenir dans les usines et revenir chargés. Donc, ça ne va pas pour polluer. Et c'est donc un bon côté pour nous.
Si je peux, s'il y a encore 1 ou 2 minutes, j'aimerais vous dire 2 ou 3 choses. On a parlé du Rwanda qui est nettoyé, qui est propre, c'est très bien. J'avais vu dans une émission, on disait que le Rwanda avait 8000 personnes, une brigade qui travaillait seulement pour la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Ça fait 8000 personnes qui sont payées sur un budget. En Colombie, il y a près de 300 000 personnes qui travaillent dans le recyclage. Donc, qui créent la richesse. Ils ne sont payés par personne. C'est un auto-emploi pour eux. Et c'est la même chose que moi, je pense qu'on devrait, avec les 15 000 personnes que nous nous proposons, sans demander une quelconque paie, un quelconque paiement, de former, ils s'auto-emploient. Comprenez, ils s'auto-emploient. Un enfant qui collecte seulement 25 kilos par jour peut avoir minimum 5 000 francs par jour. Ça, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup d'emplois au Cameroun qui peuvent payer 5 000 par jour. Donc, ça, c'était les mesures phares que nous, on pense qu'on peut proposer. De très bonnes mesures. J'ai beaucoup résumé. De très bonnes mesures. En tout cas, très beau résumé également. Un dernier mot très rapidement sur vos projets, autour de vos ambitions, bien évidemment. Ça ne doit pas être vu comme mes ambitions. Non, moi, je propose des idées. D'accord. Et je souhaite qu'on ait une oreille attentive au niveau de nos dirigeants, parce que je dis toujours, une maison où on confie la propriété à une domestique et c'est son affaire n'est jamais autant propre qu'une maison où tout le monde s'implique dans la propriété. Donc, ça doit être l'affaire de tous. C'est notre environnement. Quand c'est propre, ça nous préserve de beaucoup de maladies. Merci à vous, Président Monkwe André. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association camerounaise de la plasturgie et du recyclage. C'était un honneur de vous avoir sur notre plateau. On vous se dit à très bientôt. Merci aussi à vous. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura d'autres moments pour en parler amplement, parce que bon, le sujet est technique, il est complexe et il est vaste. En tout Donc cas, on a essayé de resserrer pour parler dans le peu de temps qu'on pouvait. En tout cas, la direction de l'information de Canal 2 tiendra compte de vos doléances et vous aurez l'opportunité d'y revenir dans une prochaine édition. Soyez tranquilles. Merci donc à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain quand il sera 9h. À très bientôt.